Bonjour à tous, ici le lieutenant-commandeur Guy Gentil et j'ai une transmission de la plus haute importance à vous communiquer. Something has us locked in a place. Like a fly in a web. Like people have a condition. It is terminal. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la passerelle de ma chaîne YouTube. Ce soir donc nous allons parler du 4e épisode de la saison 2 de Star Trek et cette fois-ci je serai accompagné par Marina. Mais avant ça, je voulais juste faire un petit mot pour vous dire si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, commenter ou partager parce qu'on a un petit peu de mal à passer en distorsion. Death is inevitable. You are my family. After everything that we have been through, we are not gonna let you die. Alors Marina, bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien, on est la veille du week-end, donc tout va bien. Alors est-ce que tu peux nous parler déjà te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie et quel est ton rapport avec la franchise, quel a été ton premier contact avec Star Trek ? Alors je suis une très très grande fan de SF, sous toutes ses formes, j'adore les séries, les films, les BD, voilà, et donc mon premier contact avec Star Trek, c'était quand j'étais toute petite, ça passait sur TF1 à l'époque, dans les années 80. Et voilà, je crois que j'ai tout de suite été happée par l'univers, les scénarios de SF que j'adorais. Mes épisodes préférés, en fait, ont toujours été autour des paradoxes temporels, des voyages dans le temps, des super-héros. Et je me souviens avoir vu The City on the Edge of Forever, mais des dizaines de fois. All Our Yesterdays, où Spock et McCoy se retrouvent dans un passé très très lointain sur une planète et Spock tombe amoureux. Enfin, c'était mes épisodes préférés. Et j'aime beaucoup aussi Where No Man Has Gone Before, que j'ai vu plus tard. Mais voilà, j'aimais beaucoup le concept du surhomme, des transformations que subit le corps avec les super pouvoirs. Et voilà. Et donc, après, dans les années 90, j'ai eu plus de mal à la voir parce que la série avait pas eu beaucoup de succès en France. Donc, Next G et Deep Space Nine n'avaient pas été achetés. Mais par contre, la résidence de mes parents avait le câble, le satellite. Et je pouvais accéder à Sat.1, une chaîne allemande. Et donc, il se trouve que je parle allemand. Et donc, j'ai vu Next G et Deep Space Nine en allemand. Et Next G, l'épisode qui m'a vraiment happée, c'est Yesterday's Enterprise, encore une histoire de paradoxe temporel et de voyage dans le temps avec un personnage qui avait disparu dans la première saison. Tasha Yar. Et je dois dire que l'épisode, je peux le revoir, je l'adore. Alors que pourtant, c'est autour d'un personnage qui a disparu. Mais voilà, c'était l'essence même de Star Trek, l'humain au cœur de l'épisode. Et voilà, et puis bon, après l'épisode a eu des répercussions parce qu'on a rencontré la fille de Tasha dans un épisode. Bon, là, je suis un peu moins fan, mais ça, c'est autre chose. Mais Yesterday's Enterprise, c'est vraiment l'épisode qui m'a happée dans Next G. Et bon, après, il y a d'autres épisodes de Inner Light ou Chains of Command, enfin, beaucoup d'épisodes de Next G m'ont beaucoup plu, même le principe de l'équipage, de ces gens qui apprennent tout le temps, qui ne savent pas tout, mais qui apprennent, qui ont des valeurs. Voilà, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Something out there that intervenes before all is lost. Do you like being back in the saddle? Qui ne savent pas d'où vient le titre, donc selon la mythologie, Caron est un vieillard à l'aspect revêche qui était peu conciliant et qui surtout, c'est lui qui faisait passer les morts d'une rive à l'autre et il fallait, du coup, il prenait quoi, une obole, voilà, c'est ça, qu'il fallait mettre en dessous de la langue. Voilà. Et ceux qui ne pouvaient pas payer, faute d'avoir été enterrés convenablement, devaient errer sur les bords du fleuve Styx pendant 100 ans.
Donc là, du coup, effectivement, par rapport à la thématique de l'épisode de ce soir, bon, bah, c'est plutôt clair hein, par rapport à Saru. Bon, même si c'est un petit peu nébuleux. Donc ouais, l'épisode de ce soir, en fait, c'est Pike qui trouve une piste pour retrouver Spock par l'intermédiaire de numéro 1 de l'Enterprise. Et sur le chemin, ils vont se faire intercepter par une entité qui va essayer donc de leur faire télécharger tout son savoir. Et pendant ce temps-là, Tilly va avoir un petit problème avec sa copine Champignon, qui vient d'un autre plan. Et donc du coup, voilà, l'épisode se déroule. Il y a une conséquence, enfin, je dirais, il y a un problème, il y a une cause qui va poser plusieurs conséquences donc créer des arcs narratifs parallèles durant tout l'épisode, et ce qui donnera donc quand même un lien à tout ça. Alors moi, par exemple, j'ai plutôt bien aimé l'épisode, mais toi, Marina, tu me disais tout à l'heure que toi, t'avais pas trop aimé, en fait. Ouais, alors en fait, ça avait super bien commencé. Quand j'ai vu le numéro 1 se téléporter sur le Discovery, en fait, j'ai adoré. Je me suis dit, ça va être génial. Et en fait, peut-être que mes attentes étaient trop élevées. Mais, et j'ai pas, comme je te disais, j'ai pas reconnu Rebecca à l'origine. Vraiment, je me suis dit, c'est l'actrice. Bon, c'est pas Majel Barrett, mais voilà, j'ai adoré les interactions avec, pareil, quand ils discutent de ce qu'elle va manger. Voilà, elle a une scène de même pas 2 minutes, mais je l'ai trouvée super. Et j'avais envie de la découvrir pendant tout l'épisode, de passer du temps avec elle. Donc, et après, en fait, il y a des petites scènes que j'ai adorées, comme lorsque le traducteur universel tombe en panne et que la passerelle devient une espèce de tour de Babel, que tout le monde se parle, s'interpelle dans différentes langues, personne ne se comprend. Mais c'est un vrai concept de SF qu'on retrouve dans plein de bouquins ou plein de films de SF. Et bizarrement, pas dans Star Trek jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ça, j'ai adoré. Et alors, il y a le retour d'un personnage que j'ai adoré, c'est Jet Reno. Toutes les scènes où elle est, moi je trouve qu'elle est extraordinaire, que le personnage est bien écrit, l'actrice est géniale, elle a du charisme et surtout elle rend les scènes avec Stamets super intéressantes. Enfin, leurs interactions sont très drôles. Ça, je dois dire, j'ai bien aimé. Mais après, cette espèce d'entité qui rencontre les effets spéciaux sont magnifiques, hein, c'est pas du tout ça, mais j'ai eu l'impression de voir ça, et dès que j'ai vu l'entité, dès que j'ai vu qu'elle avait stoppé le Discovery, je me suis dit oulala, c'est comme les épisodes de The Mentalist où on commençait sur John le Rouge et en fait pendant 40 minutes on parlait de toute autre chose et finalement à la fin on disait mais oui, John le Rouge il est parti par là. C'était exactement ça, c'est-à-dire que au début de l'épisode on parle de Spock, on cherche Spock, c'est vraiment à la recherche de Spock, hein, ouais. Et en fait tout à coup l'entité happe le Discovery, le stop, et on est complètement et en fait l'épisode est phagocyté par cette entité qui est en train de mourir. Et donc il propage, qui est très empathique, et donc qui projette toutes ses émotions, tout son savoir sur l'équipage. Et en fait, voilà. Et donc on est complètement, on perd de vue le principal, c'est-à-dire que il faut trouver Spock qui est pas loin, hein, il est juste là, il est juste de l'autre côté, mais voilà, l'entité empêche l'accès. Et ça m'a rappelé les pires épisodes vus, et je suis sortie de là déçue parce que je me suis dit mais le scénario n'a pas avancé et on n'a pas trouvé Spock, et j'ai envie de rencontrer Spock. J'ai envie même si bien sûr ce n'est pas Léonard ni moi, voilà. Alors moi, pour ma part, je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où moi ça me dérange pas qu'on commence par parler de quelque chose et de bifurquer complètement sur autre chose, parce que finalement dans Deep Space Nine ou dans la Next-Gen, souvent les pré-génériques parlaient de quelque chose, montraient une scène du quotidien ou un truc qui avait vaguement un rapport avec finalement ce qui allait arriver après le générique. Donc moi ça me dérange pas du tout, je trouve que c'est plutôt finalement dans cette veine-là, même si c'est dans un contexte feuilletonnant. La deuxième chose, c'est que finalement le fait qu'un problème n'arrive jamais seul, même sur des choses qui n'ont a priori aucun rapport,
Bah c'est pas mal finalement aussi parce que ça arrive pas si souvent que ça. Bon, il y a souvent toujours dans la Next Gen souvent effectivement des intrigues parallèles qui se rejoignent plus ou moins, ça dépend des fois. Et donc du coup qu'ils reprennent ça à leur compte, moi je trouve que c'était plutôt pas mal, mais de toute façon c'est c'est la mécanique d'écriture qu'on va avoir lieu, qui vont utiliser tout le long de la saison, puisque le fil rouge c'est effectivement la recherche de Spock, l'ange rouge, etc. Mais ça les empêche pas effectivement d'avoir des intrigues ponctuelles qui leur arrivent sur le long du chemin. Alors du coup moi j'ai pas du tout de problème avec ça, moi ça me dérange pas du tout. Par contre comme toi j'ai adoré voir numéro 1. J'ai adoré aussi le petit clin d'œil sympathique à Scotty où quand numéro 1 dit que je sais plus comment s'appelle l'ingénieur en chef à bord de l'Enterprise et où Pike plaisante en disant que jamais l'Enterprise ne pourra retrouver un ingénieur qui sera autant au petit soin avec ce vaisseau, donc clin d'œil à Scotty évidemment. J'ai beaucoup aimé, oui, par exemple voilà, il mange des trucs gras, il plaisante, on sent qu'avec Spock ils font déjà un tout quoi, un équipage vraiment très soudé parce qu'il faut pas oublier que Spock quand même met sa carrière en jeu pour Pike dans la double épisode de la ménagerie, donc c'est que quand même vraiment déjà à cette époque-là Spock faisait partie d'une équipe très soudée, voire d'une famille. Donc moi j'ai bien aimé ces interactions-là effectivement. J'ai bien aimé aussi le clin d'œil de Pike, le clin d'œil du scénariste à travers Pike où il dit à numéro 1 ah c'est désolé, c'est un peu bref, on ne voit pas beaucoup, mais bon la prochaine fois peut-être que ça sera différent. Donc effectivement pour ménager un peu la frustration des fans, parce que c'est vrai que l'actrice est très bien dans le rôle et elle en jette. J'ai beaucoup aimé aussi comme toi effectivement cet espace de tour de Babel, parce que ouais, le traducteur universel c'est très rare finalement qu'il y ait des couacs avec les incidents de téléporteurs, on en a eu plein, mais des incidents de traducteur universel c'était plutôt rare hein. Moi le seul exemple que j'ai en tête c'est au début de la saison 1 de Deep Space Nine où le traducteur universel a du mal à assimiler une nouvelle espèce, du coup ça prend un peu de temps à fonctionner, mais là que ça tombe complètement rade et que plus personne ne se comprenne et que Saru dise putain mais plus personne ne se fatigue à apprendre les langues, j'ai trouvé qu'effectivement, oui, c'était plutôt bien vu. Et comme toi, moi, Reno, je suis complètement fan. J'adorerais que ce personnage-là devienne un récurrent, fasse partie de l'équipage, parce que comme toi, j'ai trouvé que Stamets était vraiment bon cette fois, parce que c'est un personnage que j'ai toujours plutôt détesté, hein, pour dire la vérité. Il m'a toujours insupporté, c'est au niveau de l'écriture, évidemment. Et là, les jeux de ping-pong, les répliques qui fusent, franchement j'ai trouvé que c'était parfait, ça marchait très bien, surtout avec un côté un petit peu McCoy, je ne suis pas une fermière. C'est que des détails comme ça qui sont vraiment fun, et puis elle a un côté MacGyver vraiment assumé quoi, genre. Et puis j'ai adoré un truc bête, parce que bon, moi je suis un peu obnubilé par Michael qui est un petit peu énervante et omniprésente en général dans la série, et quand Michael se pointe et Reno lui fait ouais merci d'être passé, genre vas-y dégage. Franchement j'ai pas pu me retenir de rigoler, parce que bon ok c'est un peu facile, mais l'actrice le fait tellement bien que ça fonctionne quoi. Là il y a vraiment une osmose, c'est naturel. Et d'ailleurs pour parler de Michael, j'ai trouvé que effectivement ce coup-ci là elle est toujours en avant, puisque c'est toujours elle qu'on suit, et l'histoire de Saru va l'amener à se réconcilier avec Spock, donc c'est toujours elle qui est au centre des histoires, mais malgré tout on le sent pas trop. Il y a un vrai équilibre qui est fait, ce qui fait que les autres personnages peuvent respirer, les autres personnages peuvent briller et faire briller leurs compétences, même si effectivement c'est quand même Michael qui appelle Saru parce qu'elle sait qu'il parle plus de 90 langues, et que sans ça peut-être qu'il serait pas monté sur la passerelle, on n'en sait rien mais on imagine, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était plutôt bien mené. Ouais. Non, c'est vrai. Alors le fait qu'on la voit moins, ou que effectivement le reste de l'équipage pouvait être mis en avant, et puis surtout enfin il y avait d'autres personnages qui les autres personnages ont du charisme aussi, donc voilà, c'était intéressant de les voir en pleine lumière et de les voir pendant plus que quelques minutes. Et puis alors l'acteur qui joue le rôle de Saru, il est génial, et pourtant il a un masque, mais à travers ce masque je trouve qu'il arrive à dégager quelque chose. Tout à fait. Alors qu'on sait très bien qu'il va pas mourir, je veux pas spoiler les gens, mais on sait très bien qu'il va pas mourir, enfin, et pourtant l'acteur réussit à faire passer quelque chose. Et alors, si je peux juste faire une remarque,
il y a un vrai dilemme moral là, parce que Saru demande à Michael de l'euthanasier. Enfin, c'est un vrai sujet de société. Et là, la manière dont c'est traité, mais en quelques minutes, j'ai trouvé que dans Next G, ça aurait été vraiment tout un épisode. Et il y aurait eu vraiment tu vois, toute une réflexion sur le prix d'une vie, d'ailleurs je crois que c'est le titre d'un des épisodes, mais la valeur de la vie, et voilà, donc je me dis là c'est traité trop rapidement, il aurait fallu, pour qu'on y croie, il aurait fallu que ce soit vraiment sur tout un épisode. Tout à fait, d'ailleurs ça me fait, je me suis fait la même réflexion que toi, c'était une très bonne idée, ça aurait mérité plus de temps, parce que c'est un vrai sujet de société, dont Star Trek se fait généralement, c'est toujours fait l'écho durant ces 53 ans. Et d'ailleurs ça me fait aussi penser à Saru, il y a bien eu un épisode acte manqué dans la saison 1, pour moi c'est quand Saru justement sur la planète des Paviens, je crois, sur Pavo, tu sais, il ne ressent plus l'anxiété, il ne ressent plus la peur, et du coup il est plus lui-même, il veut absolument rester sur la planète et il fait foirer la mission. Ça c'est pareil, ça aurait fait un épisode entier où on se serait posé la question, est-ce qu'il était vraiment responsable de ses actes, étant donné que sa nature profonde a toujours été celle-ci, et que quand on lui retire une partie de sa nature profonde, il est forcément déséquilibré, et du coup est-ce qu'il est vraiment responsable de ses actes? Et plutôt que faire tourner l'épisode là-dessus, on a eu du temps d'antenne consacré à l'amourette de Michael avec Tyler. Donc pour moi c'était vraiment le truc dommage, quoi. Mais du coup oui, effectivement là, dans la saison 2, là ce truc-là est un petit peu vite expédié, mais pour autant ça passe, parce que c'est vrai que l'épisode était quand même dense, il y avait quand même déjà beaucoup d'arcs narratifs, en rajouter un peu plus. Moi je pense que la scène, même si elle est très bien jouée, plutôt bien écrite entre Michael et Saru à la fin, aurait mérité d'être un chouille plus brève, parce que comme tu le dis, on se doute exactement de l'issue, on sait très bien que Saru ne va pas mourir. Par contre, les conséquences de ce qui s'y passe sont très intéressantes pour la suite, pour Saru, qui là du coup va devenir un autre personnage. Il y a un vrai level up qui va s'opérer auprès de Saru. Je regrette juste que le contenu du short trek qui lui a été consacré il y a quelques mois ne soit pas finalement intégré dans un épisode à venir, comme des flashbacks, hein. Parce que là je pense que évidemment on va retourner sur sa planète un jour, je pense que le personnage va gagner en assurance, va peut-être même avoir de la colère montée en lui du fait du sort de son peuple, hein, de ce qu'il a découvert, ça va forcément le chambouler, même si ça va sûrement se faire sur le temps et en arrière-plan des intrigues principales, mais je sens que ça peut monter, que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, surtout que il dit à un moment à Michael que que c'est une espèce qui est dans la soumission, enfin qui prend pas les et en fait je pense que il va vraiment évoluer et changer, et effectivement donc parce que je me souviens des scènes dans l'épisode miroir, c'est ça, où Giorgio déguste Tout à fait un kelpien, ouais. Ouais, voilà, enfin la scène elle est quand même là pour le coup la scène elle est horrible où ils sont en train de manger quelque chose et en fait c'est un kelpien, donc voilà, on va voir comment il va évoluer, mais moi c'est un personnage qui m'intéresse parce que l'acteur est excellent, et puis la manière dont il bouge, dont il enfin voilà, la manière dont il est décrit, je trouve que c'est intéressant et on a envie d'en savoir plus. Donc voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et par contre après j'étais aussi ravi que les théories qu'on avait évoquées les semaines précédentes se sont complètement révélées justes par rapport à l'utilisation du Spore Drive, le fait que effectivement cette technologie là doit disparaître parce qu'elle détruit un écosystème, elle a une conséquence invisible pour la fédération, mais qui va devoir remettre en cause complètement son utilisation, ce qui va donc justifier sa disparition à venir. J'aime beaucoup aussi, ça m'a fait un petit pincement au cœur, c'est ce que dit Stamets à un moment quand il dit que voilà, c'est le sursaut d'une génération sur Terre qui aura permis un mouvement écologique qui fait que c'est l'énergie solaire qui va primer dans notre siècle. J'aimerais bien y croire, hein. On n'en prend pas le chemin, mais en tout cas voilà, c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir cette conversation là
avec Reno, d'avoir évidemment donc, tous ces sujets de société, de pollution, de pollution, d'euthanasie, qui sont complètement à l'ordre du jour. Et puis même quelque part, Saru pourrait représenter le mouvement végétarien, tu vois. Donc voilà, on est complètement dans quelque chose qui est dans le progressisme ambiant de 2019, enfin en tout cas des sujets de 2019, et en ça, Discovery respecte, enfin et cette case-là est cochée en tout cas. Ouais, mais c'est pour ça que Star Trek dure autant, c'est qu'ils réussissent à capturer l'air du temps et à parler ils comprennent la culture populaire et réussissent à la retranscrire dans un univers de science-fiction, et c'est en ça que la série est intéressante et qu'on a envie de s'y intéresser. C'est parce qu'elle nous parle aussi de notre époque et à travers des sujets futuristes. Et ça se passe dans l'espace, mais ça parle aussi de gens comme nous et de nos préoccupations, quelque part. Et donc, toi, tu me disais, cette espèce d'entité, toi, ça t'a pas... ça t'a pas vraiment plu, en fait. Mais pourquoi exactement ? Parce que c'est un truc classique qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la série, d'une société, d'une civilisation qui essaie de léguer son héritage. C'est un truc classique. En même temps, il y a quand même eu quelques couches un peu inédites. On en parlait tout à l'heure, le coup de la tour de Babel. Tu vois, même si effectivement dès le début de l'épisode, on comprend plutôt où on va nous amener, et on sait que cette intrigue-là finalement n'est que secondaire, et elle permet de créer les autres intrigues qui sont celles de Tilly et celles de Saru. Elle fait le job, quoi, tu vois. Moi, ça m'a pas choqué. Ouais, mais en fait, moi, ce qui m'a... C'est pas le fait que ça parle d'organisation qui est en train... d'une entité qui est en train de disparaître, et voilà. Ça c'est un thème que j'adore. Je trouve que... Je trouve que c'est un sujet intéressant à travers toutes les séries, qui a été très très bien traité dans Next G, dans The Inner Light, quand Picard vit toute une vie en 25 minutes, et qu'après il joue de la flûte, enfin... Mais là, tu sors tout de suite le gros monument. C'est sûr qu'à côté, l'épisode de ce soir fait pas le figure. C'est sûr que là, c'est vraiment l'épisode culte par essence, quoi. Mais il y a d'autres épisodes, par exemple, je t'en parlais tout à l'heure, mais l'épisode où Kirk, Spock et un personnage féminin se téléportent dans une cave qui abrite 3 entités qui sont les derniers vestiges de personnages ayant vécu il y a des milliers d'années, et qui utilisent après le corps de Kirk, Spock et de ce personnage pour vivre leurs derniers instants avant de disparaître dans l'éternité. Bon, moi j'aime bien ce concept de civilisations qui ont vécu, qui ont grandi, qui ont lutté et puis finalement ont chuté. Ça, on l'a dans notre histoire avec l'Empire romain et d'autres civilisations, donc ça a toujours existé. Mais là c'est le traitement, en fait. En fait, on ne sait rien, on sait juste que cette entité, elle a projeté énormément de choses, que Saru, qui est un empathe, a donc ressenti la fin de cette entité, mais ça m'a pas touchée, comme The Inner Light ou d'autres mais c'est normal. C'est normal, Inner Light, il y a un seul sujet, c'est celui-ci. Ils prennent leur temps de faire monter l'émotion, alors que dans l'épisode de ce soir, là, il y a quand même 3 intrigues. C'est 3 intrigues qui sont liées, donc c'est quand même plus réussi que la semaine dernière, où les 3 intrigues étaient plus ou moins déconnectées, et que du coup, ça donnait vraiment l'idée d'un puzzle. Là, c'était vraiment très très dense, et c'était pas le sujet, finalement, c'est un prétexte qui sert les autres intrigues qui, elles, sont importantes pour le reste de la saison. Donc voilà, qu'ils aient pas plus développé que ça, moi, ça m'a vraiment pas perturbé. Ouais, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment parce que j'avais l'impression d'avoir vu ça plein de fois je te parlais du Mentaliste, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle série, en fait, qui a un épisode qui n'est pas sérialisé, c'est-à-dire que chaque épisode a sa propre histoire, et puis on avance comme ça. C'est juste que j'ai l'impression de le voir dans plein de séries, et j'ai pas eu l'impression, parce qu'au début on te parle de numéro 1, on te parle de Spock, on te parle de problèmes de communication, et
et t'as l'impression que tu vas voir Spock bientôt. Et bon, bien sûr, il n'y avait pas l'acteur au générique. Je crois que c'est le petit-fils de Gregory Peck, c'est ça, Ça, ouais. qui joue Spock. Bon, il n'était pas au générique, donc bien sûr, voilà, on n'allait pas le rencontrer, mais juste, j'espérais, je pense que j'espérais autre chose. Ah, mais il serait trop tôt. Je pense qu'il se le garde pour la deuxième moitié de la saison. Tu vois, je pense qu'il faut pas espérer le voir avant l'épisode 7 ou 8, à mon avis. Bon, mais ça n'empêche pas que, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir vu et revu cette histoire d'identité. Et voilà, mais je dis pas des retraitements, mais ça c'est moi, hein, c'est... Oui, mais pas de problème. Moi, je vais te proposer de faire un petit point Picard. Parce que, oui, alors on n'a pas appris énormément de choses cette semaine concernant la nouvelle série Picard qu'on attend tous. On a appris en fait plusieurs choses, c'est qu'effectivement le spin-off sur la section 31, on sait que ça y est, c'est officiel, l'écriture, la Writer Room est lancée, et qu'elle devrait a priori débuter après la saison 3 de Discovery, qui n'a toujours pas été malgré tout annoncée. Même si Alex Kurtzman dit qu'ils ont des plans déjà pour une saison 3, donc on imagine qu'il y aura une saison 3, hein, que ça sera renouvelé, mais que donc la section 31 fera la suite de la saison 3 de Discovery. Et donc Picard, Patrick Stewart nous a appris que c'était déjà acquis qu'il y aurait 3 saisons concernant la série sur Picard, 3 saisons qui seraient feuilletonnantes. Alors qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors Picard, c'est un personnage incroyable. Voilà, il y a des épisodes extraordinaires dans Next G que j'adore, que je peux revoir. Chains of Command, lorsqu'il se fait torturer par le Cardassien et que le Cardassien cherche à lui faire croire qu'il y a 5 lumières et Picard dit non, il y en a 4 et tout. C'est pas, je veux dire, au niveau de la scène, de la manière dont Picard joue, Patrick Stewart joue Picard, enfin c'est extraordinaire. Et puis quand on lit comment il a abordé le rôle, il est vraiment, il a une intelligence parce que il a voulu jouer nu pour se mettre dans la peau d'une personne torturée. Enfin, on ressent vraiment, il fait Picard. Lorsqu'il est poussé à bout, maltraité et tout, on a l'impression qu'il peut être brisé. Il le dit à la fin de l'épisode, hein, qu'il a failli dire qu'il y avait 5 lumières. Et on a l'impression qu'il peut être brisé, mais il réussit à trouver les ressources pour se vaincre, pour surmonter tout ça. Et à travers toute la série, en fait, ce qui m'impressionne, c'est que il a une culture incroyable. Il joue les archéologues dans un épisode avec un personnage qui s'appelle Wash. Ouais, je me souviens. Et qui vient ils vont dans une espèce de chasse au trésor type Indiana Jones et tout ça. Donc il a une immense culture. Et comme je te disais tout à l'heure, il ne sait pas tout. Tu vois, par exemple, quand il rencontre l'enseigne Ro, il l'appelle enseigne la reine. Et elle le corrige, et voilà. Et donc, en fait, Picard se rend compte qu'il ne sait rien sur les Bajoriens. Et lorsqu'il rencontre Sisko dans le premier épisode dans l'épisode pilote de Deep Space Nine, on a l'impression qu'il a beaucoup lu sur les Bajoriens, il apprend. C'est un personnage qui ne sait pas tout, qui sait beaucoup de choses, mais voilà, le personnage est très bien écrit parce qu'on a l'impression qu'il apprend. Alors du coup, qu'est-ce que t'attends de cette nouvelle série qui approche, qui soit feuilletonnante et qui soit déjà planifiée sur 3 saisons et qui ne se passerait pas dans l'univers de Starfleet? Voilà, alors je me demande de quoi ils vont parler, parce que Romain disait la semaine dernière qu'il serait peut-être un ambassadeur, et toi aussi, je crois d'ailleurs, Oui, en fait, j'ai fait une vidéo sur le sujet où j'explique que, effectivement, et d'ailleurs, c'était complètement confirmé, Picard, donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, il a été fortement touché par l'effondrement de l'Empire Romulan, ce qui est donc, qui fait partie des événements du film de J.J. Abrams de 2009, parce que dans le comics, on voit l'autre côté, on voit ce qui se passe du côté du Prime Universe. Donc il y a Picard, Spock, LaForge, Data et Worf
qui essaye de sauver Romulus et qui n'y arrive pas. Et ce qui va donc créer la Kelvin Timeline. Et en fait, donc à ce moment-là, Picard est ambassadeur sur Vulcain. Donc on peut imaginer que voilà, peut-être sa carrière d'ambassadeur, soit elle continue, soit elle est terminée et devient encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a ça derrière lui, ce background-là qui est derrière lui. Et donc on va suivre les conséquences de l'effondrement de l'Empire Romulan. Emmanuel Pedon qui nous a rejoint sur le chat et qui nous demande est-ce qu'on doit considérer les comic books en question comme canoniques. Alors comme je le disais justement dans la vidéo que j'ai réalisée sur la série Picard il y a quelques mois, je pense que oui, pour la bonne et simple raison que c'est Alex Kurtzman, le showrunner de Discovery, qui a écrit le scénario du film de J.J. Abrams en 2009 et qui a aussi écrit le scénario de ce comic book. Donc à mon avis il a de la suite dans les idées, et vu que la série Picard, les éléments qu'on en connaît sont complètement raccord avec le comic book, je pense qu'effectivement il est canon du coup. Et je dis Romulan, je dis pas Romulien, ouais, je dis Romulan. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque sur le chat, qui me dit on dit Romulien. Non, moi je dis Romulan. Mais donc du coup, toi, qu'est-ce que ça t'inspire cette série? Est-ce que tu la vois d'un bon œil? Est-ce que tu l'attends? Est-ce que ça te rassure tout ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ou au contraire, tu te dis oh là là, ça va être une catastrophe? Ah non, au contraire. Alors, on pourra parler de la section 31 tout à l'heure. Enfin, je sais pas si on a le temps. Mais Picard, ça, je l'attends parce que j'ai confiance, en fait. Patrick Stewart, non seulement il a du charisme, c'est un excellent acteur, mais en plus, il ne fait pas de l'ombre aux autres acteurs. Il a énormément de charisme, mais c'est un personnage qui joue en équipe. Et en fait, moi j'ai confiance. Je trouve le personnage extrêmement intéressant. Et voilà, donc moi ça m'intéresse et j'adhère au personnage. Au fait que ce soit feuilletonnant, oui, parce que ça va avec l'air du temps aussi. Tout à fait, c'est les standards de maintenant. Ouais. J'aime bien ce principe. Maintenant, c'est feuilletonnant et puis... Alors moi, je crois pas que c'est un ange. Je me dis que c'est peut-être une... Parce que je les vois pas investir dans des effets spéciaux d'un personnage avec des ailes, enfin, je sais pas, pour moi c'est vraiment être très très ambitieux au niveau de la manière dont on va représenter un personnage, même si, enfin, tu vois, par exemple, je te parlais de mon goût pour la SF, Angel, c'est un très bon personnage qui devient Archangel, enfin, avec ses ailes en métal. Tu parles des X-Men, voilà, des X-Men, oui, je te parlais d'autre chose. Non, mais je disais ça pour les gens sur le chat qui ne connaîtraient pas. D'accord. Et voilà, donc un personnage avec des ailes, pourquoi pas, si c'est bien traité. Moi j'y crois pas. Je pense que c'est une distorsion qu'on voit, et lorsque l'entité apparaîtra, on s'apercevra que c'est autre chose et que qu'il y a une distorsion qui perturbe la perception qu'on a de la créature. Je suis tout à fait de ton avis, je pense que c'est ça. Et je me dis que c'est soit... Alors, je sais plus qui en parlait, si c'était Romain ou toi la semaine dernière, si c'était Michael qui tentait de faire parvenir un message et qui n'y arrivait pas, ou que c'est un autre personnage... Pourquoi pas? Moi j'adorerais, mais ça m'énerverait d'avoir compris ce point de scénario dès les premiers épisodes. Je trouve qu'on parle énormément de la Prime Directive, et je me dis que ça va forcément mener à quelque chose, parce que par exemple dans l'épisode là, dirigé par Jonathan Frakes, Pike donne une sorte de batterie à Jacob, oui. Et là, c'est aller contre la Prime Directive. Tout à fait. Et je me dis, il va y avoir des conséquences. Je n'imagine même pas qu'on n'en reparle pas, qu'on ne revisite pas cette civilisation. Tout à fait, mais c'est ce qu'on disait avec Manu dans l'après-épisode numéro 2, c'est qu'on pense qu'effectivement l'Ange Rouge permet de sauver telle ou telle personne ici et là, que Jacob en fait peut-être partie, et que du coup, effectivement, cette civilisation-là, on va la revoir. Et comme Pike leur dit, oui, on va peut-être se revoir un jour, l'autre il dit, j'en suis sûr, bon voilà, on a compris, hein, ça veut dire qu'on va les revoir. Et sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc je te remercie d'être venu parler de Star Trek avec nous.
Bah, merci Donc, de m'avoir merci. invité surtout. Pas de souci. Et merci à vous de nous avoir suivis aussi sur le chat. Donc on se dit donc à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Bonne soirée à tous et longue vie et prospérité.